Si la troisième guerre mondiale éclate, tu seras en première ligne, surtout si l'oncle Sam intervient. Avec la montée des tensions mondiales, de nombreux jeunes et parents se demandent « La conscription va-t-elle revenir ?» Et si c'est le cas, y a-t-il un espoir pour quelqu'un dont la seule expérience de combat est d'enchaîner les éliminations dans Halo? Découvrez comment éviter l'enrôlement pour la troisième guerre mondiale dans cet épisode de The Infographics Show. La conscription débute aux États-Unis pendant la guerre de sécession. La Confédération puis l'Union mobilisant les jeunes hommes pour défendre la frontière. Cela a créé le scénario terrifiant dans lequel un fils loyal à l'Union vivant dans la Confédération pouvait être enrôlé de force par ce qu'il considérait comme une armée ennemie. Dans le Nord, la conscription n'était pas universelle. Les riches pouvaient être payés une somme pour y échapper, ce qu'Abraham Lincoln a d'ailleurs fait pour protéger son fils aîné. Ce n'était pas une obligation dont il était facile de se défaire. Fuir la conscription était vu comme une désertion, punie de mort, mais Abraham Lincoln a souvent gracié les accusés. Cette conscription inaugure une longue série. Les petits beaux conflits, comme la guerre hispano-américaine, n'en ont pas eu besoin, mais la Première et la Seconde Guerre mondiale l'ont rendue indispensable, surtout avec la guerre sur deux fronts. Environ 2,8 millions d'hommes furent enrôlés lors de la Première Guerre mondiale, contre 10 millions pendant la Seconde. Ces guerres étaient considérées comme des conflits existentiels, et une grande partie d'une génération entière y a servi. De nombreux hommes trop âgés pour la conscription se sont portés volontaires, et certains adolescents ont menti sur leur âge pour s'engager. Quand les guerres ont cessé, la conscription aussi. Mais elle ne resterait pas absente bien longtemps. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit militaire armé après la Seconde Guerre mondiale, le spectre de la guerre froide et la possibilité d'une troisième guerre mondiale avec l'Union soviétique ont poussé le gouvernement à instaurer une conscription en temps de paix, ce qui était rare. Un plus petit pourcentage d'hommes en âge de servir a été enrôlé, formé et envoyé là où le gouvernement en avait besoin. Cela incluait notamment Elvis Presley, qui a interrompu sa carrière au sommet pendant 2 ans pour servir son pays. Bien qu'aucune guerre n'ait été déclarée, les hommes enrôlés sous ce régime ont fini par servir pendant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, cette dernière devenant un conflit de grande ampleur qui a vu 2,2 millions d'hommes être appelés sous les drapeaux. Le carnage et les pertes complexes qui ont suivi ont conduit à la fin de la conscription militaire américaine, mais elle n'a jamais complètement disparu. Personne n'a été appelé sous les drapeaux depuis 50 ans, mais chaque homme américain doit s'y préparer. Les hommes de 18 à 25 ans doivent s'inscrire au service sélectif, qui maintient la structure de la conscription si besoin. Les non-inscrits risquent des sanctions civiles, comme la perte de certains avantages gouvernementaux, et peuvent aussi être poursuivis pénalement. Personne n'a été poursuivi depuis 1986, ce qui fait penser à beaucoup que le système n'est plus qu'une formalité et pourrait bientôt disparaître. Pour beaucoup, le système n'est plus qu'un problème théorique, et sa gestion pose de gros soucis. D'une part, les femmes ne sont toujours pas obligées de s'inscrire, malgré le fait qu'elles se soient battues pour l'égalité dans de nombreux autres domaines. Ce sujet pourrait rassembler militants des droits des hommes et féministes. En cas de conscription, la disparité de genre ne résisterait peut-être pas juridiquement. De plus, il n'est pas sûr qu'un tirage au sort de jeunes hommes soit encore la meilleure méthode pour la conscription. D'autres pays pourraient proposer un autre modèle. Il existe plusieurs pays dans le monde qui pratiquent la conscription universelle, obligeant tous les citoyens éligibles à servir plusieurs années dans l'armée. Il s'agit généralement de pays qui ont un potentiel conflit militaire à leurs frontières. La Corée du Sud ne conscrit que les hommes, car elle se prépare à une éventuelle reprise de la guerre avec la Corée du Nord, et elle est connue pour la rigueur de ses exigences. Le groupe Bangtan Sonyeondan a interrompu sa carrière au sommet pour que tous ses membres effectuent leur service, ce que certains voient comme une solution possible pour les États-Unis. Un petit groupe très vocal aux États-Unis a récemment plaidé pour le retour de la conscription ou du service national. À droite, certains pensent que cela remettrait les jeunes de la génération Z sur le droit chemin et leur apprendrait le patriotisme. Des partisans de gauche, comme le défunt député Charles Rangel, ont soutenu qu'une armée composée uniquement de volontaires signifie que le fardeau des actions militaires n'est pas réparti équitablement, et que la plupart des gens ne se sentent pas concernés par les conflits. Aucun de ces arguments n'a reçu beaucoup de soutien. Mais cela pourrait changer si la situation évolue. Les États-Unis sont-ils vraiment au bord de la troisième guerre mondiale? Eh bien, c'est compliqué. Depuis son retrait d'Afghanistan, l'armée américaine n'a pas mené de grands conflits, mais joue un rôle de soutien croissant. En Ukraine, elle fournit des armes et technologies défensives au gouvernement contre l'invasion russe, provoquant de nombreuses menaces de Vladimir Poutine. En 2025, lors de la guerre entre Israël et l'Iran, les États-Unis ont mené un raid aérien, surprise, pour soutenir Israël contre les sites nucléaires iraniens.
En mer de Chine méridionale et dans le Pacifique, la marine américaine et la flotte chinoise se provoquent autour de Taïwan et d'autres territoires. Et il y a aussi parfois la menace de faire du Canada le 51e État. Mais si les choses tournent vraiment mal, beaucoup de jeunes pourraient se demander s'ils ont fière allure en kaki. On ignore ce qu'impliquerait le retour de la conscription aujourd'hui, mais l'opposition serait sans doute aussi forte que durant la guerre du Vietnam. La génération Z, majoritaire parmi les enrôlés, est souvent très iconoclaste et anti-guerre. Il est donc probable qu'elle chercherait à imiter ceux qui se sont opposés aux guerres passées et à trouver comment éviter la conscription. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. La guerre du Vietnam a été l'âge d'or de l'évasion de la conscription, car elle ne menaçait pas directement la patrie. C'était une guerre particulièrement clivante à laquelle de nombreux Américains s'opposaient, et la couverture médiatique du conflit montrait clairement à quel point la situation était mauvaise là-bas. La guerre manquait de la ferveur patriotique qui avait animé la conscription pendant les guerres mondiales, et d'innombrables jeunes hommes cherchaient un moyen d'échapper à la guerre. Cela a poussé beaucoup de gens à emprunter des chemins non conventionnels pour éviter le combat, mais beaucoup de ces options ne sont plus possibles aujourd'hui. À l'époque, il y avait bien plus d'exemptions. L'appel sous les drapeaux concernait uniquement les hommes célibataires de 18 à 25 ans. Jusqu'en 1965, les hommes mariés étaient exemptés de la conscription en temps de paix, car cela posait problème pour la famille. Cela a donc poussé de nombreux jeunes hommes à se marier vite. Les hommes avec enfants étaient exemptés jusqu'en 1970. En 1969, les femmes dont les maris avaient un numéro de tirage élevé étaient plus souvent enceintes. Cette exemption a été supprimée en 1970, et il est peu probable qu'elle revienne si la conscription est rétablie. Il en est de même pour la prochaine exemption. Durant la guerre du Vietnam, être à l'université permettait d'éviter l'appel sous les drapeaux. Les étudiants pouvaient reporter jusqu'à la fin de leur diplôme, et les masters étaient aussi exemptés, si bien que beaucoup sont devenus étudiants professionnels. C'était la méthode la plus fréquente pour les futurs politiciens aisés d'éviter la conscription, mais cela suscitait de plus en plus de controverses. Beaucoup de gens ont justement fait remarquer que cela favorisait les personnes de la haute société, et que c'était essentiellement une autre façon d'acheter son exemption de la conscription. La plupart de ces reports ont été supprimés en 1971. Les temps ont changé, cette méthode ne passerait plus aujourd'hui. Autrefois, certains évitèrent la conscription en simulant l'homosexualité. Jusqu'aux années 2000, servir ouvertement homosexuel dans l'armée américaine était illégal. Alors de nombreux jeunes hommes prenaient une voix efféminée et imitaient leur oncle Milton, propriétaire d'un magasin de fleurs avec son colocataire de fac. Bien sûr, le conseil de recrutement était au courant de cela, et il soumettait souvent ces hommes à un examen physique humiliant pour les tester et voir s'ils étaient vraiment déterminés à maintenir la supercherie. Mais s'ils l'étaient, ils étaient souvent exemptés du service militaire avec dédain. Cela ne marcherait plus aujourd'hui, mais sous l'administration actuelle, les personnes transgenres ont été interdites de service, si bien que de nombreux appelés pourraient y fouiller dans le placard de leur mère pour trouver une vieille robe d'été. Le problème avec ça, c'est que Big Brother surveille. Il est illégal d'échapper à la conscription ou de mentir aux autorités fédérales. Donc, il y a de fortes chances que toute personne qui ment sur son identité doive maintenir la supercherie pendant un certain temps, et des agents infiltrés pourraient les surveiller pour les prendre en flagrant délit de contradiction avec leur histoire. Mais cela ne signifie pas forcément un aller simple pour la prison. Une personne tentant d'échapper à la conscription en se prétendant transgenre pourrait ensuite dire s'être trompée, mais l'oncle Sam ne serait pas compréhensif. Plutôt, content qu'on ait clarifié ça, fiston. Bienvenue au camp d'entraînement. Et il existe d'autres moyens illégaux d'échapper à la conscription, mais cela pourrait être un aller simple sans retour. L'un des moyens les plus courants qu'utilisaient les gens pour échapper à la conscription pendant la guerre du Vietnam était de partir vers le nord, au Canada. Le Grand Nord blanc n'était pas impliqué dans la guerre et n'approuvait pas l'intervention des États-Unis. Ils ont refusé d'extrader les insoumis à la conscription, et au moins 30 000 Américains s'y sont réfugiés. En fuyant, ils ont commis un grave crime, et retourner aux États-Unis aurait sûrement signifié la prison. En 1977, le président Jimmy Carter a accordé une grâce générale aux insoumis à la conscription de l'époque du Vietnam. Mais si la conscription devait revenir, le prochain président ne serait peut-être pas aussi généreux. En plus, il est plus difficile d'entrer au Canada maintenant, puisqu'un passeport est nécessaire, ce qui signifie que ceux qui font face à la conscription seraient arrêtés à la frontière. Ce qui signifie que partir vers le sud pourrait être la meilleure stratégie. Le Mexique, notamment Tijuana, est une destination touristique très prisée des Américains. Bien que les passeports soient obligatoires, la sécurité à l'entrée est généralement moins stricte qu'au Canada.
Une personne déjà inscrite à la conscription peut être signalée et empêchée de quitter le pays, tandis que ceux, non encore appelés, pourraient partir autrement. Littéralement, s'ils sentent que la conscription approche, ils pourraient simplement décider qu'il est temps de partir pour de longues vacances de l'autre côté de la frontière. Un Airbnb en bord de mer à Tijuana paraît plus attrayant que l'entraînement militaire, mais fuir la conscription ainsi comporte de grands risques. Si le gouvernement vous retrouve, ou si les relations avec le Mexique empirent, revenir sera plus difficile que partir. Se présenter ne garantit pas d'entrer dans l'armée. Après l'incorporation, l'étape suivante était généralement la visite médicale, où il déterminait si les hommes étaient aptes à entrer dans l'armée. C'est à ce moment-là que de nombreux appelés tentaient de jouer avec leur santé. Une tactique courante consistait à essayer de prendre beaucoup de poids, ce qui pouvait potentiellement faire d'un homme un fardeau pour son unité. Vu la condition physique moyenne de l'homme américain aujourd'hui, l'armée dirait plutôt « Nous allons vous remettre en forme ». Certains simulèrent la folie en divaguant, mais cela pouvait aboutir à un internement forcé en hôpital psychiatrique. Puis bien sûr, il y a l'option plus risquée. Certains hommes, refusant d'être envoyés à l'étranger, allèrent jusqu'à se blesser gravement eux-mêmes, comme se casser une jambe en sautant d'un toit ou se tirer sur les orteils. Cela date de plusieurs siècles et était souvent vu comme une désertion, passible de mort en temps de guerre civile. Pendant la guerre du Vietnam, les sanctions étaient moins sévères et c'était un moyen efficace d'éviter la conscription. Après tout, ils ne pouvaient pas prouver que ce n'était pas un accident de chasse et ils ne peuvent pas faire en sorte que Johnny marche à nouveau normalement. Mais cela comporte le risque de faire le travail un peu trop bien et de finir handicapé à vie. La plupart des appelés potentiels choisiront probablement une autre voie plus raisonnable. Si quelqu'un ne veut pas servir, il existe un moyen d'y échapper. Mais c'est compliqué, et cela vous met à la merci du gouvernement. Ceci s'appelle le statut d'objecteur de conscience, et il est réservé à ceux qui ont la conviction profonde qu'ils ne peuvent pas partir à la guerre pour des raisons morales, religieuses ou politiques. La procédure consiste souvent à se présenter devant le conseil et à plaider sa cause. Cependant, ces conseils de recrutement étaient généralement composés de bénévoles stricts et intransigeants qui croyaient profondément en la cause, donc c'était un combat difficile. Et pour ceux qui y parvenaient, ils devaient souvent faire preuve d'ingéniosité. Damon Doss, jeune adventiste du 7e jour durant la Seconde Guerre mondiale, fut sans doute l'objecteur de conscience le plus célèbre de l'histoire. Cela comprenait une profonde conviction en la non-violence, et Doss a demandé à pouvoir partir à la guerre sans armes. Mais il y avait un grand rebondissement dans cette histoire. Doss n'avait en réalité pas essayé d'échapper à la conscription. Il s'était porté volontaire et avait demandé à pouvoir accomplir son devoir en tant qu'infirmier à la place. Son souhait exaucé, il a servi dans le Pacifique, sauvé jusqu'à 75 hommes et reçu la médaille d'honneur. Pour ceux qui souhaitent éviter les combats, ce sera bien plus difficile. La plupart des objecteurs de conscience ont été refusés durant la guerre du Vietnam. La plupart des objections portaient sur l'opposition à la guerre, et il y avait aussi pas mal d'hommes noirs qui refusaient d'être envoyés à l'étranger pour combattre dans une guerre de choix pour un pays qui ne leur accordait pas de droits. Ces objections étaient soumises Mokoyo à des membres plus âgés et patriotes du Conseil, peu compréhensifs. Les objecteurs devaient souvent choisir entre porter l'uniforme ou aller en prison, beaucoup optant pour la prison. Le plus célèbre exemple est celui du boxeur emblématique Mohamed Ali, qui a refusé d'aller au Vietnam et a purgé une peine de prison. Ceci pourrait être la méthode la plus infaillible pour échapper à la conscription, mais elle a un prix. Autrefois, refuser un ordre d'appel pouvait valoir la mort selon la volonté du roi, mais aujourd'hui, quelques années de prison pour refus de conscription paraissent un prix raisonnable à ceux résolus à ne pas partir. La durée de la peine dépendra de la loi et du juge, mais il est improbable qu'elle dépasse la guerre, malgré de possibles conséquences sociales graves. Étonnamment, la meilleure façon d'échapper à la conscription serait de rejoindre l'armée. Les enfants de riches échappèrent souvent à la conscription grâce à des postes obtenus par leurs parents dans la garde nationale aérienne ou la réserve navale. Ils passaient sans doute la guerre à faire des vols d'essai ou à entretenir des navires, pas à combattre. Cela ajoutait un service militaire à leur dossier, utile pour une carrière politique. Mais même pour beaucoup de personnes sans relation politique, devancer l'appel et s'engager avant que leur numéro ne soit tiré était intelligent, car cela leur permettait de choisir leur poste. Les enrôlés de force servaient surtout dans de grandes unités de l'armée. A l'inverse, rejoindre tôt l'armée de l'air ou la marine offrait des postes qualifiés et de meilleures chances de survie pendant la guerre. La guerre a beaucoup évolué depuis la dernière conscription.
La conscription était cruciale lors des guerres mondiales, car une main-d'œuvre massive était requise. Même au Vietnam, un grand nombre de soldats étaient envoyés puis relevés régulièrement. Le type d'attaque en vague humaine est encore courant aujourd'hui. En Russie, la conscription concerne désormais tous les hommes de moins de 30 ans, et le recrutement s'étend aussi aux plus âgés, alimentant des spéculations sur un possible relèvement de l'âge limite. En Ukraine, attaquée par la Russie, tous les hommes jusqu'à 25 ans peuvent être conscrits, car les deux pays exilent de grandes armées. Aux États-Unis, il est possible de participer à la guerre sans y être présent. Aux États-Unis, de nombreux jeunes hommes passent leur journée à jouer aux jeux vidéo et pensent ne pas être faits pour la guerre. La grande nouvelle, c'est que l'oncle Sam pourrait encore vous vouloir. Les guerres actuelles sont très high-tech. Les combats débutant avant l'affrontement grâce à la surveillance par drone et au bombardement tactique par avion sans pilote. La compétence la plus précieuse dans l'armée n'est peut-être plus de savoir manier une arme. C'est la coordination main-œil et la familiarité avec la technologie. Ils n'ont pas besoin d'un grand nombre de soldats, ils ont besoin de quelques bons gamers. Faut-il s'engager pour éviter la conscription? Patienter avant de signer ses papiers. Beaucoup de gens s'opposent au retour de la conscription, mais personne plus que l'armée américaine. Depuis 50 ans, l'armée est formée de soldats professionnels volontaires, prêts et aptes à participer à des opérations militaires. C'est sur ce principe que toute la structure de l'armée est désormais construite, et un retour à la conscription serait un bouleversement majeur. L'armée devra gérer un afflux massif de recrues, souvent non préparées ou furieuses d'être là. Et s'il n'y avait pas de conflit de grande ampleur, il n'y aurait pas grand-chose à leur faire faire, ce qui serait une véritable poudrière prête à exploser. Les affaires mondiales pourraient vite changer cela, mais peut-être moins que vous ne le pensez. Quel conflit nécessiterait une conscription? Ce ne serait peut-être pas le pire. Un tel conflit serait une menace sérieuse pour les États-Unis, et nécessiterait beaucoup de main-d'œuvre. Les exemples posés les plus clairs sont les guerres sur le front intérieur, donc au Mexique ou au Canada. Bien que les deux pays aient connu leur lot de menaces de la part de l'administration actuelle ces derniers mois, aucun des deux n'est probable. Un conflit avec le Mexique concernerait probablement des éléments criminels et pourrait impliquer une opération conjointe avec le gouvernement mexicain. Au Canada, malgré la menace de devenir le 51e État, les sondages révèlent une forte opposition bipartisane à la dégradation des relations avec les États-Unis, et l'armée y est aussi opposée. À l'étranger, c'est différent. Après les récents bombardements, l'Iran est le pays avec lequel les États-Unis risquent le plus la guerre. L'Iran, éloigné des États-Unis, attaque souvent via des groupes intermédiaires. Un conflit majeur avec les États-Unis impliquerait sans doute des bombardements massifs, plutôt qu'une grande invasion terrestre. Israël serait probablement impliqué dans tout conflit majeur avec l'Iran et pourrait diriger la guerre, permettant aux États-Unis d'adopter un rôle de soutien et de limiter leur engagement. Ce qui veut dire qu'il est temps de parler des superpuissances. 3 puissantes entités pourraient provoquer un conflit exigeant la conscription. La première, l'Union européenne, est la moins probable. Même si le président a suggéré de prendre le Groenland au Danemark par la force, les États-Unis et le Danemark étant membres de l'OTAN, il est probable que l'armée s'opposerait à toute tentative de conflit avec un allié. Mais ce n'est pas le cas d'un autre pays européen. La guerre froide ne s'est jamais vraiment terminée, et États-Unis et Russie restent opposés sur l'Ukraine. Vladimir Poutine menace régulièrement d'une guerre nucléaire face aux livraisons d'armes américaines à son adversaire. Il est très improbable que ce conflit devienne une guerre terrestre. Envahir la Russie est un cauchemar. Si Vladimir Poutine déclenche une guerre, elle impliquerait sûrement des missiles et une riposte similaire des États-Unis. En cas de guerre avec la Russie, la conscription serait peu probable, mais ce ne serait pas forcément positif. Et il reste un dernier conflit, qui pourrait bien être le plus important jusqu'à présent. La Chine a renforcé sa présence en mer de Chine méridionale et menace Taïwan, que les États-Unis promettent de défendre. Cela pourrait facilement se transformer en un conflit de grande ampleur dans le Pacifique et en Asie. Même si la Chine peut utiliser l'arme nucléaire et provoquer un échange apocalyptique, sa direction, jugée plus pragmatique que celle de la Russie, privilégierait des moyens conventionnels pour gagner la guerre. Les États-Unis risquent d'être entraînés dans une guerre majeure et complexe dans plusieurs régions d'Asie et du Pacifique. Ils tenteraient d'abord de gagner la guerre grâce à la supériorité de la marine et de l'armée de l'air, mais un besoin accru de main-d'œuvre pourrait entraîner un retour à la convocation, peut-être même par application. Cependant, même dans ce cas, ce serait difficile. L'armée américaine n'est pas prête pour une conscription, bien que l'infrastructure subsiste.
Cela impliquerait de former rapidement des soldats pour un déploiement immédiat. Un processus désormais bien plus complexe qu'à l'époque où la guerre d'infanterie était simple et brutale. Le public ne veut pas de conscription, et l'armée non plus. Ce qui signifie que la meilleure façon d'éviter cela serait que tout le monde prenne une grande inspiration et essaie simplement de rester calme. Cela ne devrait pas poser problème, non? Mais supposons que la conscription arrive et que tu ignores de l'oncle Sam. Regarde ce qui se passe quand tu pars en désertion pour découvrir la suite, ou clique plutôt sur cette vidéo.